Le 4 juin 1940, les derniers rescapés de l'opération Dynamo arrivent enfin aux abords de Douvres au Royaume-Uni. Sur place, le commandement allié peut enfin considérer avec soulagement les résultats de l'évacuation de Dunkerque. Le taux des troupes rapatriées est en effet bien supérieur aux attentes initiales. La population civile ne s'y trompe pas et accueille avec enthousiasme les soldats anglais et français qui ont échappé à l'encerclement. Mais Churchill, qui se prépare déjà au pire, arrive pour calmer les ardeurs britanniques dans un discours à la Chambre des communes retransmis à la radio. « Les guerres ne se gagnent pas avec des évacuations !» lança-t-il sur un ton réprobateur. Si certains parlent déjà de miracle, d'autres se souviennent très bien de l'enfer qu'ils ont vécu, là-bas dans la poche de Dunkerque. Oh, excusez-moi, vous attendiez quelque chose? Oui, tout ça pour en revenir à la bataille de France, que je ne vais pas détailler ici, d'autres l'ont très bien fait avant moi. Mais pour résumer tout cela assez simplement. En mai 1940, les troupes alliées sont surprises par l'avance fulgurante des forces blindées allemandes qui coupent littéralement en deux les armées françaises et britanniques. En seulement 10 jours, les Allemands se retrouvent devant les villes de Boulogne et Calais. L'état-major français est complètement dépassé par les événements, et seules quelques contre-offensives se soldent par des maigres succès, en particulier avec les Anglais à Arras et la division cuirassée du colonel de Gaulle à Montcornet. Le commandant en chef John Galt, chargé des forces expéditionnaires britanniques, s'aperçoit que la situation est perdue et imagine alors un plan de secours pour sauver ce qui peut encore l'être. Il contacte le War Office dès le 19 mai 1940 pour proposer un plan d'évacuation de dernière minute qui rapatrierait une partie de ses troupes par la Manche. Les forces alliées se replient donc vers le nord, les Français croyant une manœuvre de regroupement pour contre-attaquer et les Britanniques se préparant déjà à l'évacuation. Au vu de la situation catastrophique, ils n'osent espérer au mieux que le sauvetage de 45 000 hommes. Un véritable compte à rebours est dès lors lancé, car les troupes belges sont déjà à bout de force pour protéger l'est du front. Cependant, un certain nombre d'éléments vont avantager la France et le Royaume-Uni dans leur entreprise. Le plus célèbre d'entre eux est sans nul doute l'ordre d'arrêt émanant de Hitler lui-même, qui exigea que les divisions Panzer stoppent leur progression jusqu'alors imperturbables. Cette décision resta un des plus grands mystères de l'histoire. Hitler se justifia en prétextant que cet ordre avait pour but de ménager le gouvernement britannique en vue d'une rapide négociation de paix, ou encore que la pédologie des lieux ne se prêtait pas à la suite des opérations. Il est cependant plus vraisemblable que Hitler ait pris peur, après la contre-offensive d'Arras, que l'avance trop rapide de ses troupes ait fragilisé ses flancs. Cette angoisse remonte en fait à la bataille de la Marne de 1914, où les Allemands loupèrent de très près une victoire rapide avec la contre-attaque du général Joffre. De ce fait, même si l'offensive reprendra quelques jours plus tard, ce répit va permettre aux forces alliées d'organiser une défense solide autour de Dunkerque. En outre, le ministre de l'aviation allemande, Göring, confirme à Hitler que la Luftwaffe est tout à fait capable d'empêcher toute évacuation de se produire. Ces avions auront certes quelques succès, mais non seulement la météo et la fumée des combats ne joueront pas en leur faveur, mais en plus leur déploiement, s'effectuant depuis des bases situées en Allemagne, limiteront fortement leurs capacités. La Kriegsmarine, dont les effectifs se trouvent en grande partie en Norvège, ne sera pas plus en mesure de stopper le grand rembarquement. Tout ceci laisse une ouverture pour les amirautés britanniques et françaises qui s'empressent de réunir une imposante armada composée d'un millier de navires très hétéroclites comme des destroyers et des patrouilleurs, en passant par des bateaux de commerce, des voiliers ou des transports civils. Certains ne sont armés que d'une mitrailleuse à peine, d'autres ne sont sans aucune défense. L'opération Dynamo est lancée le 26 mai. L'évacuation débutera le lendemain et perdurera jusqu'au 4 juin sans interruption. Contre toute attente, c'est un véritable succès. Les diverses embarcations se succéderont devant les plages et le port de Dunkerque sans discontinuité, y compris de nuit pour éviter les nombreux tirs d'artillerie et bombardements. De même, des pêcheurs et plaisanciers, aussi bien britanniques que français, sont appelés en dernière minute pour prêter main forte à l'évacuation. En tout et pour tout, ce sont plus de 380 000 hommes qui réussirent à s'extirper de l'encerclement, soit 8 fois plus que ce que prévoyait le commandement allié. Et ils ne sont pas les seuls surpris. Quand les Allemands arrivent enfin à faire céder les dernières résistances de Dunkerque et qu'ils demandent incrédules où sont passés les Anglais, ils n'ont que pour réponse « Plus là, ils sont en Angleterre ». Mais derrière cette brillante réussite, combien ont dû se sacrifier? Quelles ont été les pertes de ce vaste plan? Et comment cette évacuation précipitée a été vécue par ses acteurs? C'est ce que je vous propose de voir dans la deuxième partie de cette vidéo, qui sera consacrée aux oubliés et autres victimes de la bataille de Dunkerque. Tout ça pour en revenir à la bataille de France.
que je ne vais pas résumer ici. Si, je vais le résumer, espèce de con.